Il va armer la frappe. Ils sont battus, Clément Légas. J'ai un scoop pour vous. La frappe croisée magnifique. Égalisation pour l'AS Monaco. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge-blanche. Salut tout le monde et bienvenue pour un nouveau débrief, consacré à la 24e journée de Ligue 1. Monaco qui recevait le Paris Saint-Germain, c'était évidemment le gros choc de la journée. Et alors on pourrait dire la montagne a accouché d'une petite souris, oui et non, parce que on a, malgré un score nul et vierge, 0-0, on a eu quand même un bon match, un match qui a tenu toutes ses promesses, on peut le dire. Ouais. Salut. Voilà. Quant à Patrice, voilà, je vous sens bien, je vous sens prêt là. 10 airs, tout comme il faut. Bah, on attendait que tu nous présentes. Ouais, alors l'autre il veut sa présentation avant quoi. Putain, ça y est quoi. Donc on va parler de ce match évidemment. Salut à tous ceux qui sont déjà sur Twitch avec nous en direct pour échanger dans le chat. Anto, Athéna, la sagesse. Salut à tous. Donc on va commencer évidemment par le j'aime pas. Patrice, allez, je te laisse débuter. Ce que j'ai aimé, c'est surtout notre performance sur le terrain. Ça fait longtemps que j'avais pas vu un aussi beau match, que ce soit même des deux côtés. C'est vraiment un très beau match. Et il n'y a pas que nous qui le disons. J'ai pas mal de supporters adverses qui nous ont dit que c'était vraiment superbe à suivre, malgré le fait que ce soit un 0-0. Quoi. J'ai adoré le fait qu'on fasse un énorme pressing pendant quasiment plus de 60 minutes, qu'on défende très très bien, qu'on se projette rapidement, qu'on ait beaucoup d'occasions. Alors, bon, certes, c'est un peu regrettable du coup de ne pas avoir mis les buts et pas avoir gagné ce match-là, mais en tout cas, voilà, j'ai apprécié. Ça fait longtemps que j'avais pas vu notre équipe jouer aussi bien, et surtout contre une grosse équipe, quoi. On n'a pas joué une équipe pour les Gabs et on leur a mis la misère. Non, on jouait quand même le PSG. Donc voilà, ça j'ai bien aimé. Et ce que j'ai moins aimé, alors forcément, c'est la réussite sur ce match, mais ça je vais vous laisser en parler. Ce que j'ai moins aimé, c'est notre banc finalement, parce qu'on a clairement vu la différence avec le PSG, c'est que à partir de la mi-temps, eux déjà, ils ont commencé à faire tourner leur effectif, ils ont commencé à faire entrer des joueurs, et c'est ça qui nous a fait mal. Parce que nous, physiquement, on était incapables de ramener des nouveaux joueurs sur le terrain, hormis Ben Seguir. Et eux, par contre, ils ont ramené vite du sang frais devant, et ça s'est vite senti. Ils ont recommencé avec le pied sur le ballon, à avoir les occasions, et la tendance s'est complètement inversée en fin de match, et c'est regrettable, parce que je pense que si on a un banc, et qu'on n'a pas toutes les blessures qu'on a à l'heure actuelle, je pense qu'on est peut-être capable d'aller chercher un résultat sur la fin du match. Quentin. Ouais, moi, effectivement, j'ai bien aimé le match aussi. C'était quand même un beau match à suivre. Une bonne défense aussi, globalement. C'est ça que j'ai envie de récompenser dans mon j'aime. C'est cette assise défensive qui nous a été si préjudiciable depuis le début de saison et qui finalement nous a sauvés nous a même donné un clean sheet aujourd'hui, vendredi, parce qu'on est quand même lundi. Ça fait un petit moment. Et voilà, donc un bon gardien, clairement, et puis des bons défenseurs jusqu'aux latéraux qui se sont mis en lumière pour ce match. Et puis des défenseurs qu'on décriait aussi, d'un Maripane ou même un Kerrer qui sont quand même restés assez patrons, on va dire, dans ce match et qui ont pu permettre d'éviter d'encaisser un but. Et donc, moi, j'aime pas, c'est le fait de pas gagner. Je pense qu'il fallait le dire aussi. Le fait de rien que de pas marquer en fait ce but en première mi-temps, pour moi c'est un peu on peut quand même s'en vouloir. Évidemment le regret est pas si fort que ça, mais quand même on peut se dire qu'on peut encaisser un but en seconde et s'en mordre encore plus les dents, les doigts même. Parce que les dents c'est difficile à mordre. Attends, j'essaye. Non, j'arrive pas, désolé. Voilà, donc c'est juste pour dire que voilà, on a quand même, je me dis si on a une autre analyse quand même à la mi-temps, parce qu'on se dit qu'on pouvait marquer ce but et qu'on a eu les occasions pour le faire, et clairement c'est pas un Donnarumma en grande en grande forme qui est responsable aussi de ça. On n'a pas su tirer au bon endroit, on n'a pas su se mettre dans les bonnes dispositions, on n'a pas su se mettre pas hors jeu pour certains, donc un peu dommage pour ça. Bon, après je suis peut-être un peu dur, ça reste Paris, mais ça reste un bon gardien, mais bon, clairement on aurait pu mettre ce but et c'est un peu dommage pour ça. Ouais, tu parlais de clean sheet tout à l'heure, c'est seulement le 6e clean sheet de la saison. C'est pas beaucoup. Et tous en championnat, puisqu'à chaque fois en coupe on a encaissé des buts.
Et le premier de Majewski, du coup. Et le premier de Majewski, ouais. 5 pour Keun et 1 pour Majewski. Ce sera d'ailleurs le sujet un petit peu du débat qu'on aura en milieu d'émission sur savoir si... Enfin, en tout cas, a priori, il semble l'être. Est-ce que Majewski a mérité ses galons de titulaire sur les 2 derniers matchs et puis même on pourra remonter un petit peu sur ceux d'avant en Coupe de France début d'année. Quant à moi, mon j'aime, c'est la petite fantaisie, le petit bonbon de Wilfried Singo, Shockbar Singo, sur Barcola. C'était un joli geste. On a eu la petite image rigolote qui a quand même pas mal tourné depuis quelques jours, là, depuis vendredi, avec entre le geste, le nom que les Anglais visiblement ne connaissent pas, Singo. C'est bon signe, ça veut dire qu'on va peut-être le garder un an de plus encore, je sais pas, qui visiblement croit qu'il s'appelle Shockbar, et la tête aussi du ramasseur de balles, donc c'est Shehan Badoro qui joue avec les U17, qui est arrivé cet été. Voilà, c'est quand même... Bon, c'est un petit bonbon, une petite friandise, là, un petit truc qui fait plaisir. Le j'aime pas, moi je suis un peu plus... même si c'est vrai que c'était un bon match contre le PSG, et que c'est le PSG, je vois quand même un peu le verre à moitié vide, parce que... je trouve qu'avec les occasions qu'on a, on aurait dû être meilleur, on aurait dû être dans la surface, on aurait dû être meilleur dans nos tentatives. Donnarumma fait un très bon match, mais je trouve que là, presque la moitié qui sont quasiment sur lui aussi. Et je trouve qu'on aurait dû faire mieux. Il y a des hors-jeux malheureusement de Ben Yedder qui font qu'il y a un but qui n'est pas validé. Et voilà, sur un match comme ça... je me dis, bon, ok, c'est Paris, mais quand on sait que Monaco aime bien là, jouer les gros en ce moment, je pense qu'on avait moyen de faire mieux. On avait en tout cas vraiment les opportunités de marquer et peut-être de gagner ce match. Et voilà, je trouve que là, peut-être que sur cette rencontre-là, on a peut-être perdu 2 points. Heureusement, ça ne porte pas trop préjudice au classement, puisque Nice a perdu. Par contre, c'est Brest qui s'envole un petit peu, puisqu'ils ont 4 points d'avance. Et mine de rien, ça nous met plus d'une possession, enfin plus d'une victoire, pardon. Une possession, c'est plutôt en foot américain. Voilà. Plus d'une victoire, donc voilà, c'est un peu moins bien. Mais en tout cas, c'est bien d'avoir quand même gardé la place sur le podium. Le 11 de départ, donc Majewski titulaire, Quentin. Alors, pas forcément une surprise, puisque ça avait été déjà le cas la semaine d'avant contre Lens. Singo, latéral droit, on est un peu plus dans un 4-4-2 cette fois-ci, comme système. Un peu plus classique, traditionnel. Mais du coup, c'est vrai que avec 3 joueurs, enfin les 3 des 4 joueurs habituellement meneurs de jeu, Golovin, Minamino et Akliouche alignés sur le terrain, ça donnait aussi le sentiment d'une composition très offensive et très audacieuse. Ouais, on savait qu'on n'allait pas s'ennuyer, en tout cas, quand on a vu la composition. Après, c'est vrai qu'on en discutait un peu avant aussi, notamment avec Patrice, qui faisait ses compositions attendues. C'est vrai qu'on avait un peu la sensation que c'était ça qu'il fallait jouer, parce que tout simplement on n'avait pas Zakaria, on n'avait pas Camara, donc au milieu de terrain il fallait forcément faire redescendre un offensif, et après derrière à gauche à droite pardon, on a vu que ça commençait à pêcher aussi, donc il fallait peut-être reconduire Minamino, mais d'un autre côté comment tu gères ça avec Singo? Est-ce que tu veux le mettre piston? Est-ce que tu veux le remettre en défense centrale? Voilà, bon, ça paraissait plutôt logique en fait de faire jouer déjà les 3 offensifs, Akliouche, Golovin, Minamino. Après, la façon dont tu les fais jouer, ça, c'est que Hutter qui en a le secret, on va dire. Mais c'est vrai que j'étais assez étonné en fait. Quand tu vois la compo, tu sais pas trop comment ça va être animé. Finalement, tu vois très rapidement que ça a un 4-4-2 bien à plat et comme il faut. J'étais assez étonné qu'ils fassent ça d'ailleurs, et puis force est de constater que ça a marché, parce que c'était quand même assez osé par rapport à assez osé. C'était une composition un peu défensive par rapport aux joueurs qui sont plutôt offensifs, justement. Ouais, donc il y a eu beaucoup de retours.
Voilà, c'est ça, il y avait beaucoup de retours, il y avait beaucoup de solidarité et ça allait pas mal pas prendre le ballon, on va dire, on laissait beaucoup la possession. Donc ouais, c'est assez étonnant de voir jouer comme ça, mais après c'est Paris, on sait très bien que c'est pas une équipe qu'on joue tous les week-ends, dans le sens où c'est pas un niveau qu'on joue tous les week-ends. Ouais, Et mais clairement, on tu n'aura vois, pas l'occasion de refaire ça, je pense, contre Strasbourg, par exemple. c'est vrai, tu vois, ce que je me disais aussi, c'est que là, tu sors d'un match vraiment incroyable. Enfin, on a presque, on a presque plus de termes amélioratifs pour qualifier ce match. On a l'impression qu'on a un peu fait le match du siècle. J'ai l'impression que ça s'est pas mal enflammé. Un petit peu trop à mon goût, ça reste un 0-0. Mais tu vois, j'ai l'impression, voilà, on dit ouais, Monaco a fait un match énorme, etc. On a le sentiment que c'est vrai qu'on a fait un match qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et je trouve que ça. Alors, on avait tous envie d'y croire en début de saison, au titre, etc. Mais j'ai l'impression, quand même, justement, depuis quand même ce qu'on voit maintenant depuis le mois d'octobre, que bah, finalement, on se rend compte que sortir un match comme ça, pour nous, c'est quand même assez exceptionnel. Et je trouve que ça montre encore une fois la différence, finalement, de niveau entre les deux équipes. Et que pour aller chercher Paris, le titre à Paris sur une saison, c'est encore, finalement, assez compliqué. Même si j'étais le premier à vouloir, bien sûr, croire au titre et que c'était possible. Après, on le sait qu'il faut que Paris se plante pour qu'une autre équipe aille chercher le titre. Parce que si le PSG joue comme il doit jouer, et cette saison, même si on a l'impression que leurs résultats sont pas si forts que ça, ils ont une seule défaite en championnat. Et la dernière fois qu'ils ont perdu un match, c'était à Milan. C'est quoi, octobre, je crois. Donc, depuis, ils ont fait que des victoires et beaucoup de matchs nuls, il faut peut-être l'avouer aussi. Mais voilà, ils perdent très peu de matchs et il y a quand même peu d'équipes à qui ils n'ont pas mis un but. Donc ça reste une belle performance. Par contre, pour revenir sur la compo, moi je me pose la question, c'est est-ce que si Salissou n'était pas blessé de dernière minute, est-ce qu'on aurait joué en 4-4-2 ? Est-ce que ça ne l'a pas chamboulé dans ses plans ou est-ce qu'il n'aurait pas joué son classique 3 défenseurs centraux ? C'est un peu la question. Je me demande si... Je ne sais pas si ça. Moi, je pense que Kerrer aurait sauté, ou Maripane, l'un des deux aurait sauté, Salissou aurait joué. J'imaginais ça en tout cas comme compo avant le match. Mais c'est vrai que s'il a été dispo, est-ce qu'il aurait tenté une défense à 5 à nouveau ? Et que Kliouche, par exemple, saute. Ça s'est pas senti, en tout cas, ça c'est sûr. Il a su s'adapter dans tous les cas. Ah oui, tout à fait. Mais on a eu peur quand on a vu l'annonce de la compo quand même. Parce que du D'ailleurs, coup, je sais pas s'il est revenu, mais je sais pas si tu as eu des news, Damien, de Salissou. Mais... Pas du tout. Mais ouais, c'est un peu étonnant en fait qu'on le retrouve d'un coup blessé à l'entraînement. Il s'est entraîné le matin, il s'est fait mal. Voilà, quoi. mais c'est vrai que. Pas lui, non, qui a ressenti une douleur à la fin du match de Lens, ça allait mieux, mais du coup, il a ressenti la douleur à nouveau le matin même, et du coup, ils n'ont pas voulu prendre de risques pour pas justement qu'il soit absent plusieurs matchs. C'est vrai que ce que disait aussi Hutter en conf de presse, c'est que Balogun serait titulaire. Du coup, la question, c'est est-ce que si, imaginons, Salissou était bien là, est-ce qu'il aurait joué à 3 ? Est-ce qu'il aurait fait un 3-4-1-2 du coup ? Parce que s'il avait annoncé Balogun titulaire, j'aurais quand même eu du mal à imaginer Ben Yedder sur le banc, sachant qu'il est quand même très en forme en ce moment. Voilà. Mais je pense que non, c'est pas. Ce serait un milieu offensif qui aurait sauté. Non, mais du coup, est-ce que tu vois, il aurait quand même gardé Golovin dans ce milieu en double pivot. Il aurait mis uniquement Minamino en meneur de jeu. En 10. Voilà, en 10. Et effectivement, comme tu disais, Pat, Akliouche aurait été peut-être sur le banc. C'est ce que j'imaginais, moi. Après, c'est le PSG. Encore une fois, moi, je trouve que tu joues jamais contre le PSG, contre une autre équipe de Ligue 1. C'est pas la même chose, quoi. Tu peux pas te mettre dans l'idée que tu vas avoir la balle, la possession, etc. Enfin, il y a on va dire qu'on l'a déjà fait. Il y a des gens qui se sont cassés les dents, des équipes qui se sont cassées les dents dessus. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais en tout cas, le plan de jeu d'Hutter à ce niveau-là, moi, je trouve qu'il était plutôt bon. C'est-à-dire que l'approche, elle était quand même dans la contre-attaque, dans la basse, enfin on va dire la position basse un peu de la défense, et puis la solidarité, et puis ramener les ballons très haut et rapidement. Surtout qu'on a un Balogun qui est quand même relativement en forme dans la profondeur. On pouvait imaginer que ça allait faire mouche, quoi. Mais voilà. Pour l'instant, ça le fait pas, mais bon. Alors du coup, alors on a une partie qui s'appelle les buts, et ben voilà. Et hors-jeu.
Voilà. tu veux. Il y a un but, voilà, effectivement, il est hors jeu. Pat, est-ce qu'on est à la stade de nombre de matchs où on n'a pas marqué cette saison? Est-ce qu'il y a plus de Ouais, matchs tu vois, avec je peux- clean sheet ou est-ce qu'il y a plus de matchs sans but pour nous? Ouais, je peux te la donner rapidement. Ça. Là, ouais, c'est vrai Il y qu'on n'est a, pas. il y a Lille, Le Havre, où il y avait eu 0-0, mais je crois que finalement, c'est que Quatre ces matchs-là, non? 5e match. 5 matchs? Alors attends, il me manque. Ouais, Ah, il y a Il y a Lyon. Lyon. Lyon, Et Ouais. l'autre, c'est lequel qui me manque? Lyon, Le Havre, Le Havre, Lille je l'ai dit. et Lille, c'est bon. Nice. Ah putain, Nice, oui. Nice. Ah oui, je l'avais zappé, Nice, le 1-0, ouais. Ouais. Du coup, il y a quand même plus de clean sheet cette saison que de panne de but. Le clean sheet adverse. Voilà. Alors, qui a dit que notre défense ne fonctionnait pas? Alors on nous dit Golovin n'est pas décisif, but, passe, influence dans le jeu en 2024, hormis le match à Nice. Est-ce que Ouais. c'est inquiétant? Je suis Bah, d'accord. Golovin n'est pas bon en 2024. Pas très bon, en tout cas. Je suis d'accord. Hormis sur ce match-là, j'ai trouvé. Mais globalement, oui, je le trouve un peu comme Fofana. Là, ils se sont un petit peu sortis du bois. On en parlera peut-être un peu plus tard aussi. Mais je trouve que justement, c'est On se plus... demande pourquoi. Hmm. On se demande pourquoi. C'était absolument pas attendu que Fofana rayonne sur un match contre le PSG en prime avec des chants dans les tribunes et tout. Ouais, Et ouais, tu puis- fais partie, Mais, tu fais Golovin, partie je suis de d'accord. Tu fais partie de ces complotistes, Pat, qui pensent que Fofana choisit ses matchs? Ah oui, complètement. Ah oui, d'accord. C'est plus des complotistes, là. C'est les complotistes, ceux qui Je dis pensent pas qu'il choisit ses matchs, matchs. mais qui va plus se donner. Qui va plus se donner sur certains matchs comme celui-ci, oui, clairement. Ouais. Ouais. Mais après, le truc, c'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on ferait... c'est sans vouloir... c'est pas pour le défendre, tout ça, mais j'ai l'impression que il aurait fait un mauvais match, on l'aurait descendu, et il a fait un bon match, et on le descend quand même, en mode, il choisit ses matchs. C'est-à-dire, dans tous les cas, on l'aurait flingué, quoi. Je suis un peu... Ouais, moi, j'attends de lui qu'il prenne ses responsabilités quand Mais- il y a des gros matchs, quoi. Enfin, des petits matchs aussi, quoi. Je veux dire, Parce que- c'est là où on le voit pas, la régularité. Enfin, c'est je pas son dis fort, pas mais ça qu'il va choisit jamais- ses matchs, je dis qu'il a plus de concentration sur Ouais, ce mais... match-là. Je veux dire, Il est quand plus- il a moins de sauts, de concentration, de Quand on laisser voit son le- défenseur ou de. quand on voit le match qu'il fait effectivement vendredi soir et que le match de Monaco, c'est un bon match de tout le monde. Donc pour moi, j'ai envie de dire, c'est pas que Fofana qui. Ouais. Alors, c'est un bon match Tu de tout le monde, mais Fofana est au-dessus du lot quand même. Il Oui. fait partie des 3 meilleurs, quoi. Mais ouais, mais je veux dire, il est pas. C'est pas le seul, quoi. C'est-à-dire, si on fait ce procès-là à Fofana, on doit pouvoir le faire aussi à d'autres, parce que Oui, ils sont pas tous. je pense que tous ne jouent Ah, pas bah, tous les joueurs de l'équipe, niveau-là, hein. quoi. Voilà, hein, même quasiment. tous les joueurs de l'équipe. Clairement, dès qu'on a des matchs qui sont à un plus haut niveau et tout, ils se montrent beaucoup plus facilement. Et on sait très bien qu'après, on va jouer contre une équipe du bas de classement, et du coup, il y aura un manque de motivation, clairement, sur les joueurs, je sais pas, ou de concentration, je sais pas, mais on voit pas les mêmes choses quand c'est des gros matchs, quand c'est des matchs plus simples, normalement, quoi. Ouais. Bah, on verra contre Strasbourg, son ancien club. Alors, si on recentre un petit peu sur le match, on a quand même eu 60 minutes qui sont, j'ai presque envie de dire, à sens unique hein, pour Monaco. Ouais, je répétais jusque-là, rien que parce qu'on n'a pas le ballon, on peut pas dire que c'était. Ouais, assez solide mais pour nous. que fait Paris avec le ballon sur les 60 premières minutes? Pas grand-chose. Que fait Ah non, Monaco quand il l'a sur les 60 minutes? Il Il y est a dangereux des cercles. avec de nombreuses, très nombreuses mêmes occasions. Il y a des alertes du côté de Mbappé dans la surface, il y a des alertes du côté droit aussi. Mais non, Chokbar, il a mis dans la pocket, là, le bâpon, là. Et on a quelques. Pan l'a quelques- fini. Il était On a tellement nul, quelques- Bapon, que du coup, l'autre, il a sorti à la mi-temps. Maurice Bapon, ouais. Est-ce qu'on va parler de Maurice Bapon dans ce débrief alors que on nous casse les couilles avec depuis 3 jours? Est-ce qu'on va emmerder tout le monde aussi, nous? On nous a parlé du banc du PSG, bah voilà, on va parler de Colomoni plutôt que de Mbappé. Ah oui, Rwanda, Congo, Mali. Rwanda, Congo, Mali. Non, mais je trouve, honnêtement, je trouve que le PSG est pas non plus en reste. Il y a quelques bonnes actions. Je retiens Asensio.
Il y a eu une bonne Asensio. frappe à un moment donné. Asensio ou même qui il sort assez pourrait- vite, hein, d'ailleurs. Hein, ça Voilà, aussi, il pouvait la gérer largement mieux, en tout cas, l'action, et finalement, il la rate. Bon, bah, Mbappé aussi, Vitinha qui tire de loin, ce genre de trucs-là. Mais effectivement, il n'y a pas grand-chose, et ils vont pas emmener des balles dans la surface, et on le voit très bien dans les stats au début. On a beaucoup plus de ballons touchés dans la surface, et nous, on arrive à faire quelque chose du ballon quand on se projette. En revanche, bah, faut conclure à un moment donné, quoi. C'est ça le problème. Moi, j'en veux plus à Ben Yedder, clairement, qui était hors-jeu un peu de façon conne sur ce fameux but hors-jeu sur la remise de Balogun. Là, donc, ouais, un peu dommage à ce niveau-là, et c'est pour ça on arrive à la mi-temps, on arrive sur encore une énorme occasion d'Akliouche sur un centre qui remet plein Donnarumma. Après, elle n'est pas évidente à reprendre. Je pense que tu peux pas faire autrement. Enfin, c'est dur à placer, quoi, clairement, vu la force du centre. Mais, enfin, force du centre, l'orientation du corps, en tout cas, etc. Mais bon, derrière, voilà, on se rend compte, à 45 plus 3, on est là à 0-0, alors qu'on mène largement, effectivement. Au point, on mène, ouais. Bah, je pense pas que justement les 15 minutes d'après, on est encore à sens unique. C'est pour ça, après le retour des vestiaires, je trouve on reprend un peu quelques occasions, on va reprendre un peu la balle, on reprend un peu comme la première mi-temps, mais vite, on se fait vite endormir et puis on se fait vite reprendre cette main, justement, et dès que le PSG arrive à avoir des occasions un peu plus franches, clairement on sent que ça peut basculer de leur faveur, quoi. Est-ce que Monaco a pêché physiquement après l'heure de Ouais, jeu? c'est ça. Beaucoup de gens ont dit ça, ouais. Alors, je n'ai pas trouvé, mais... Ah si, habituellement, genre, on tient qu'une demi-heure à faire vraiment un très haut pressing. Là, on a tenu quand même 60 minutes, quoi, c'est quand même rare. Mais ça clairement, s'est vu. on pressait beaucoup moins sur la fin du match, quand même. Oui, mais relativement par rapport au Surtout, PSG. on est redescendu, en fait, surtout ça. Je veux dire, sur la première mi-temps et sur le début de la deuxième, on est très 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 haut sur le terrain. On va vraiment aller chercher très haut dès les premières relances, on est là et tout. On voit vraiment que ça court entre les lignes. Alors que sur la fin du match, quoi, c'est clairement on est en bloc bas. Hein. On a redescendu les lignes parce qu'on a du mal, à mon avis, à faire les efforts, à faire les essuie-glaces, à presser les joueurs. Ouais, mais c'est normal, 60 minutes comme ça. Mais c'est un. Oui, et puis de toute façon, on sait très bien que se tenir ce genre de pressing c'est pas possible sur 90 minutes, encore moins face au PSG. Mais ce qui était intéressant. Et à 11 contre 15, c'est encore plus dur, quoi. Parce que du coup, t'as pas. En face, ils ont changé, donc du coup, ils récupèrent des joueurs beaucoup plus frais. Alors que toi, t'as toujours tes joueurs qui tirent la langue, quoi. Je crois que t'avais mis les 11 joueurs plus les 4 arbitres. Avec la VAR. Non, parce qu'on nous parle évidemment de la main d'Hakimi sur la frappe de Ben Yedder, ça c'est à la 49e ou quelque chose comme ça, je crois, tout début de la seconde période, 50e. Ça vient assez vite. Bon, il y a effectivement une situation litigieuse. Après, là, j'ai vu des mains aussi dans le week-end. Là, c'était sur Rennes-Lorient, parce que j'étais sur ce match. Il y a une main aussi de Laporte, mais bon, Laporte est en train de tacler, il est en train de tomber, bon, c'est un peu différent, mais bon, j'ai l'impression que là, il y a un peu remise en question aussi au niveau de l'arbitrage, de la VAR, de certaines décisions qui ont pu paraître un peu abusives ces dernières semaines, et que peut-être là, ils essaient de reprendre un peu la main, sans le mauvais jeu de mots, mais d'essayer de... Oui. Sur les mains dans la surface, ils changent tellement souvent des règles, je suis complètement perdu, je sais plus quelles sont les règles dans le personne sait clairement. Pour moi, je pensais qu'une frappe qui est déviée par une main, je pensais que pour moi c'était pas dit, mais après cette règle. J'ai un collègue qui est aussi arbitre en amateur. Il a dit voilà, tout ce qui est au-dessus de 15h, enfin 3h midi, au-dessus, c'est voilà, il n'y a pas de discussion possible. En dessous, c'est zone orange. Voilà. C'est selon les directives que lui-même a dans le football amateur. Voilà. D'accord. Ouais, ce qui définit un peu la position naturelle. C'est-à-dire que ta main, tu l'as pas là-haut, quoi. Comme tu disais à 15h, oui, ça paraît. La question de l'intentionnalité, exactement. Et puis, qui du coup fait qu'il n'y a pas. Là, c'est beaucoup plus net. Là-haut. C'est pas plus mal. Je pense que n'importe qui, si on prend tout le monde objectivement, on se dit qu'il faut plus siffler ce genre de main dans la surface. Mais le problème, c'est qu'un jour, on les a sifflés et qu'on s'y est habitué. Donc je peux comprendre qu'on peut se sentir lésé, mais après, c'est pas sur un penalty qu'on va fonder tous nos espoirs pour ce match, quoi. Clairement, on aurait pu marquer avant, et c'est pas grâce à ça, en tout cas, à cause de ça qu'on fait match nul. D'ailleurs, ça m'a fait beaucoup rire. C'est quoi? C'est Rome qui a écrit... Non, je sais plus, qui avait écrit Balogun qui pouvait tomber dans la surface.
Bah, du coup, il a pas voulu oui. parce que c'est pas lui qui pouvait tirer le penalty, il est pas tombé. C'était drôle. Ouais, il se fait accrocher légèrement. C'est vrai que Ouais. à vitesse réelle, on aurait dit putain, c'est con qu'il tombe pas. Mais bon, in fine, tu regardes un peu en ralenti, ça va encore quoi. Enfin, ça me choque pas non plus qu'il tombe pas. Ou alors, du moins, qu'il siffle pas faute après, parce qu'il peut très bien aller revoir ça. Mm. Mais ouais. On nous demande combien d'équipes n'ont pas encaissé de but face au PSG cette saison. C'est vrai, pas beaucoup. Mais on note quand même, c'est quand même très drôle, du coup notre performance est au niveau de Lorient et de Clermont, qui sont les deux autres équipes à n'avoir pas encaissé de but face à Paris cette année en Ligue 1. Ah, en Ligue 1, ouais. En Ligue 1, oui, j'ai pas compté non plus la Ligue des Champions, parce que... Bon, en fait, même en Ligue des Champions, ils encaissent, ils marquent quand même à chaque Parce que fois. quoi, Donc, quand ils se font rouster par Newcastle, ils marquent un but, il me semble. oui, en Voilà. plus. Donc bon. Depuis le match contre Marseille, Monaco n'a pas pris de carton rouge. Et non, ça fait un mois. Bonne nouvelle. Et les suspensions, ça s'arrange un petit peu. Pour revenir un petit peu sur le match, donc on a dit il y a un pressing intense pendant 60 minutes. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de mise en place aussi, pas forcément d'aller chercher systématiquement. Il y a aussi de la retenue, des fois de laisser un petit peu venir, pas forcément se jeter ou de trop avancer comme ça, mais voilà, l'idée de plus cadrer, on va dire, pour essayer d'empêcher les décalages. Et surtout, effectivement, après 60e minute, c'est plus un bloc bas. Mais d'un côté, c'est aussi intéressant de voir qu'on est, en tout cas, capable, on a été un peu plus capable de mieux maîtriser certaines phases, même si ça a été un peu chaud quand même par moment aussi, de maîtriser un peu mieux certaines phases en bloc bas, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a du mal à faire. On l'avait vu contre Lens, par exemple, on n'a pas résisté. Hein. Dès qu'on a été acculé, on a pris 2 buts aussi, et beaucoup de centres dangereux qui sont venus. Et voilà. Ça a été difficile, mais là, cette fois, on a tenu quand même. Est-ce que ça vient du fait qu'on fasse une défense à 4 qui est vraiment la base pour la majorité des joueurs, et peut-être que c'est plus simple pour arriver à se placer entre eux, savoir pour les marquages et tout. Est-ce que ça a joué, quoi? Je sais pas. Bon, c'est sûr que ça aide déjà d'avoir deux milieux un peu plus bas à ce niveau-là. S'ils sont placés comme ça, après même Golovin a participé à l'effort défensif. On sait qu'il n'est pas non plus maladroit dans l'exercice. Mais clairement, moi j'ai trouvé que ça s'est passé pas mal sur les côtés et qu'on a, je l'ai dit dans mes points, mais c'est vrai que les latéraux ont été quand même assez décisifs à ce rythme-là. Donc ils étaient vraiment, que ce soit d'ailleurs Salissou, parce qu'on va en reparler, mais aussi Ouattara, parce que même Ouattara qui n'est pas, Salissou, on il va était dire, pas là. pardon, Singo, ouais, avec le S, pardon. Singo. Ah ouais, donc les mecs, ils ont un nom qui commence par un S, c'est tous les mêmes, tu es. Okay. No racismo, hein. Mais quoi? C'est juste un nom. Non, mais voilà, donc je voulais dire, ouais, Ouattara qui était pas non plus un joueur qu'on voyait, enfin en tout cas qu'on allait encenser par sa défense. Non. Clairement, il a été présent à ce niveau-là. Il a pas pris de jaune, il a fait des fautes, il a pas fait de fautes, il me semble en plus. Enfin, voilà, il a été là, il a été présent. Alors peut-être c'était lié aussi au fait qu'il n'était pas piston à ce niveau-là, justement. Il avait un Minamino qui se projetait. Et lui, on l'a pas trop, enfin on l'a moins vu en tout cas se projeter. Mais ça fait plaisir du coup de voir un joueur un peu plus sûr défensivement à gauche, parce que ça fait un moment, je pense qu'on n'avait pas vu ça. Depuis même Caillou. Alors on dit, on est Monaco, le style de jeu, l'ADN du club, c'est d'être offensif et marquer beaucoup de buts. Jouer à 3 centraux contre les petites équipes en bloc bas, c'est un non-sens. Moi, je suis pas trop d'accord, en fait, parce qu'on a vu déjà des 3-5-2 ou des 3-4-3 être très offensifs. Puis surtout, quand on regarde le 3-4-3, 3-4-1-2, si vous voulez, enfin, on s'en fout. Je vais dire 3-4-3 pour simplifier, mais du Turf, on a des pistons qui sont systématiquement sur la ligne de devant, quoi. Enfin, ils sont même pas au niveau du milieu de terrain. Ils sont au niveau en phase de possession, ils sont au niveau de l'attaquant. Donc en fait, on est hyper offensif. Donc pour moi, personnellement, c'est limite presque, j'ai envie de dire, plus offensif potentiellement qu'un 4-4-2, quoi.
C'est certain. Ouais, c'est sûr que défense à 3, bah, Mm. comme son nom l'indique, on dit pas que c'est à 5. Clairement, on est à 3. Ouais. Donc, quand tu as une ligne de 3, bah, tu as un joueur de plus qui est plus haut. Donc, forcément, ça t'expose plus. Ouais. Et surtout, quand on a des mecs qui sont pas très rapides derrière, bah, ça fait mal, quoi. Ouais, bah, le mec pas trop rapide, c'est surtout Maripane. Même si Salissou est pas non plus forcément très véloce, ni même Kerrer, hein, qui est pas non ouais. plus en termes de Mm. pointe de vitesse, qui a pas montré beaucoup de, qui a pas forcément rassuré non plus. Après, bon voilà, est-ce qu'on a bien tenu aussi par rapport au gardien qui a fait les arrêts? C'est vrai que quand t'as pas un gardien qui fait un cadeau comme au match aller et qui lance le PSG, même si on était bienvenu après aussi Donnarumma qui avait fait une boulette, ça aide. Donc ça peut être l'occasion justement d'entamer un peu le débat sur ce duel, ou en tout cas ce changement Keun-Majewski, Keun déclassé, Majewski le promu. Quentin, justement, c'était un des tops du match pour toi aussi. Pas forcément clairement. le giga top, on en reparlera un petit peu plus tard, mais un des bons joueurs, un des tops de ce match. Est-ce que Majewski méritait d'être titulaire jusqu'à la fin de la saison? Pour recontextualiser, hein, on précise que donc, la décision d'Hutter a été prise après le match contre Toulouse, après une nouvelle erreur de Keun sur un coup franc de Siro, qui était aussi, il y avait aussi contre Le Havre une autre mésentente avec un CSC de Fofana, mais visiblement avec une mauvaise communication avec Philippe Keun. 2 erreurs sur 2 matchs. Voilà, ça a été un peu la goutte de trop, visiblement, pour Hutter et pour le staff. Et donc là, il y a eu la décision à Lens d'aligner Majewski et, selon les dires d'Hutter, maintenant, pas de raison de changer. Oh, bah, on en avait parlé à ce moment-là. C'était une assez grosse surprise quand même, dans le sens où on était un peu résigné avec Keun. On savait très bien qu'on allait se le choper toute la saison. Enfin, en tout cas, clairement, moi, je voyais pas de moment où on pouvait changer. Sauf s'il faisait encore plein de bourdes, mais enfin, pour moi même, à la limite, son but qui se prend contre Toulouse, c'est pas bon. Je veux pas dire qu'il y a des gardiens qui s'en prennent tous les week-ends, mais ça peut arriver. Et bon, en fait, peut-être qu'on est résigné au point. Enfin, moi, je me dis que c'est peut-être ça aussi. On a ce biais de se dire, bon, bah, c'est pas grave, on a notre meilleur gardien qui fait des bourdes, on a l'habitude, et on va laisser comme ça. Et puis, Majewski, c'était pas un inconnu. On l'avait déjà vu. On avait déjà vu aussi qu'il nous avait pas rassuré à certains moments. Faut pas oublier ça aussi. Mais voilà, ce garçon-là, il sort d'une bonne saison au cercle. Voilà, je pense qu'il a pris un peu d'expérience et on lui a pas trop redonné sa chance. Moi, j'y croyais plus trop en plus. Et c'est pas parce que c'est mon sosie que je le défends, mais je suis content je suis content qu'il soit titulaire. Et puis, du coup, clairement, chapeau Hutter, du coup, de l'avoir vu et de le mettre là maintenant, parce que clairement, c'est pas un truc que j'aurais envisagé. Et clairement, on peut le dire aujourd'hui, ça porte largement ses fruits, parce qu'il sort de très bons matchs. Et je vois pas pourquoi on le sortirait de sa lancée, ça c'est clair. Donc ouais, pour moi, il y a pas de débat possible à ce niveau-là. Il doit rester titulaire jusqu'à la fin de la saison. Alors après, on verra bien tout ce qu'il nous donnera sur des matchs contre des plus petites équipes. Mais en tout cas, entre voilà. Lens, où il avait d'ailleurs brillé la première fois en Coupe de France, sur le premier match de l'année, il avait vraiment fait un gros match en Coupe. Là, à nouveau en Ligue 1, et ensuite Paris, il était quand même sur 2 gros tests, en tout cas. Ouais, c'est ça, ouais. Il pouvait pas, en tout cas, s'il arrive sur des matchs aussi haut niveau, on va dire, il peut pas ne pas se mettre en lumière sur des matchs où il va être peut-être moins sollicité, hein. On sait très bien qu'on va pas forcément subir beaucoup de frappes. On demande juste l'arrêt qu'il faut, l'arrêt décisif. C'est ce qui s'est passé un peu pour Paris. Finalement, il y a eu un bon arrêt décisif qui était, mis à part celui qui se prend dans la gueule. Oui. Là, clairement, qui Sur était, Vitinha, ouais. voilà, qui était, je Fin de pense, match. le meilleur arrêt du Enfin, match. 15e. Le meilleur arrêt du match par rapport à, peut-être à égalité avec la louche d'Akliouche qu'a Donnarumma arrêté, mais ouais. Oui, sur celui aussi sur Minamino, là, la frappe. Ouais, Il va bien la faut aller sortir, la quand même. chercher, mais ouais. Main opposée, Richard.
Mais faut laisser parler Patrice aussi. Hein. Il y a quelqu'un qui valide pas le sosie, par contre. Hein. Ah oui, Je non, tape, non, mais moi non plus. Hein, je suis sosie juste parce que les gens le disent. Moi, Voilà. je te rappelle que ton vrai sosie, je l'ai trouvé et il avait une trompette dans les mains. C'est pas faux. Mais à chaque fois, moi, dans notre conversation qu'on a, c'est dès qu'il y a un arrêt, c'est Rome, il dit bien Quentin et tout. Alors moi, je comprends pas, tu vois, j'arrive, je comprends pas, je suis là, j'ai rien fait, quoi. Oui, Patrice, du coup, toi, qu'est-ce que tu en penses? Bon, c'est vrai qu'on aurait dû faire le débat la semaine dernière, mais ça a été un peu phagocyté par le fait qu'on ait Lorenzo pour faire Balogun. Obligé. Mais l'actualité aurait commandé normalement de le faire la semaine dernière déjà, ce débat-là, quand même. En effet. Complètement surpris du choix du buteur. J'avoue que je ne l'ai pas vu venir du tout. Pardon, sosie de Nolan Roux. Très drôle. Sosie de Nolan Roux. Non. Yes. Non, vraiment surpris de voir que Uther d'un coup change le gardien. Parce que, écoutez, personne ne l'a vu venir, hein, que ce soit les supporters ou même les médias, quoi, personne n'avait annoncé ça. Il n'y a pas eu de bruit du tout là-dessus, quoi, donc assez surpris. Après, tant mieux, hein, au moins qu'ils tentent des choses, parce que c'est vrai que des fois, ça peut faire un déclic, même si le niveau des gardiens est à peu près équivalent, ça peut apporter des choses mentalement aux joueurs. Après, là, depuis qu'il est titulaire, les 2 matchs sont très bons, hein, donc il n'y a pas grand-chose à dire, et puis tant mieux. Il annonce clairement que du coup, il finira la saison, bon, sauf bouleversement, mais c'est très bien aussi, voilà, qu'on ne s'attende pas à ce qu'il change de gardien, comme certains clubs ont pu faire, où tous les 2 matchs, ça change de gardien, je pense que c'est pas très utile, donc tant mieux qu'on puisse lui faire confiance. Et après, voilà, cette saison, pour l'instant, il nous a pas déçus, hein. Tous les matchs de coupe, c'était très bien, les matchs de Ligue 1 aussi, donc voilà, on va continuer comme ça, on verra si, à un moment donné, il arrive à rester concentré, à pas faire trop de boulades. Par le passé, il a pu nous en faire. Je me rappelle surtout le premier match qu'il avait fait, c'était contre Nantes. De mémoire, le but qu'on prend, c'est sur une boulette de lui. Après, moi, déjà au début de la saison, j'aurais été tenté quand même de le mettre déjà titulaire, parce qu'il sortait d'une très grosse saison en cercle. Dommage qu'il a sa blessure. J'avais dit, hormis si on va chercher un très bon gardien, je vois pas l'intérêt sinon de l'avoir recruté, de l'avoir prêté au cercle. Il fait une bonne saison, il revient. Normalement, c'est la logique qui suit. Recul de Cône, je connaissais pas du tout, donc je me suis pas permis de juger s'il était meilleur ou quoi que ce soit. Mais voilà, il faut se rappeler que même avant ça, il nous fait une très belle campagne en Coupe de France, jusqu'en finale. C'est lui qui fait tous les matchs. Pas que des matchs simples, on joue certes des petits poussets, mais on va à Nice, on va à Lyon, on joue PSG en finale, même s'il fait pas un grand match. La saison d'avant, c'est lui qui joue contre le Shakhtar, où on perd 1-0 à domicile. Donc il a fait aussi des gros matchs avec nous déjà par le passé. Et il n'a pas non plus été trop ridicule. Donc voilà, pour l'instant, confiance en lui. Je trouve quand même qu'il y a une différence entre ces matchs-là dont tu parles et ceux qu'il a fait là récemment. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup plus de sérénité, parce que je me rappelle quand on faisait déjà les débriefs à l'époque, sur ces premiers matchs, ce qui ressortait, c'est que c'était pas un mauvais gardien. C'était un gardien qui était capable de faire des arrêts, mais on sentait qu'il y avait un peu de fébrilité. On sentait qu'il n'était pas totalement serein sur certaines situations. Là, je trouve qu'il l'est beaucoup plus. On sent qu'il a vraiment gagné en confiance. Et je pense très certainement que ce prêt au Cercle Bruges, où il a été quand même bon, il faut le dire, l'a vraiment fait avancer, fait gagner cette expérience, gagner en confiance. Voilà, tout ça, pour moi, c'est une évolution, oui, positive de Majewski. Personnellement, je suis content. Alors, voilà, si je voulais être un peu taquin, je me souviens quand on avait fait le débrief de Lens, j'étais à deux doigts de vous proposer de faire un débat, Majewski doit-il être titulaire jusqu'à la fin de la saison? On parle de Lens en Coupe de France, après son premier match. Bon, on était un petit peu taquin parce que voilà, c'était aussi un peu pour rigoler, mais en général, quand je suis taquin, c'est qu'il y a quand même un petit truc qui fait que je le pense un petit peu aussi. Bon, voilà, en tout cas, maintenant c'est fait. Mais même avant, début de saison, on était clairement, ça faisait pas l'unanimité que non, on était d'accord. Après, il fallait laisser sa chance aussi, quoi. Mais c'est juste qu'à un moment donné, voilà. Voilà, après, le problème, c'est que sur le premier match officiel, du coup, premier but, au bout de 5 minutes, il fait déjà une cagade et ça fait on a l'habitude, ça. Hein. Ouais. Avec les Lecomte, avec... voilà, ils ont tous fait leur truc Nubel aussi. D'ailleurs, D'ailleurs, c'est une façon de baptiser. D'ailleurs, j'ai vu donc dans les erreurs amenant à un but, Keun est parmi les pires gardiens. On parlait de Clermont, puisqu'il fait une erreur à ce jour-là, à égalité avec Moridio,
donc le gardien clermontois, qui pourtant reste un bon gardien, mais c'est vrai que cette année, il fait quand même un peu plus d'erreurs. Mais c'est vrai qu'avec 3 erreurs directement qui amènent un but, c'est le pire total pour un gardien de Ligue 1 cette saison. Je pense quand même qu'il y en a peut-être certaines. Enfin, tu vois, typiquement, je pense que le coup franc contre le Havre, il est pas dedans, tu vois. Est-ce que du coup, il y a le but contre Toulouse là, sur le coup franc, est-ce que c'est aussi dedans, tu vois? Je suis pas sûr. Peut-être quand on parle d'erreur, c'est peut-être plus des fautes de main. Donc, il y en a peut-être déjà 3 et c'est potentiellement peut-être 4 ou 5 dans les faits. Donc, mais oui, après, c'est vrai que là, on parle d'un joueur qui n'a pas... on avait fait un club Mounégou, alors on essayait de trouver quand même des choses un petit peu mieux. Il y avait eu du mieux, mais c'est vrai que voilà, on savait, par ceux qui avaient déjà un petit peu brossé le profil de Keun à son arrivée, que c'était un gardien qui était sujet aux fautes de main. On était prévenus et malheureusement ça se confirme. Donc je pense que voilà, c'était un peu trop, ça commençait à suffire. Et surtout, voilà, son arrivée, même si on ne connaissait pas, on sentait bien aussi que c'était pas forcément une énorme plus-value par rapport d'une part à Nubel et puis même par rapport à ce qu'on avait en magasin, quoi. Puis je pense que le niveau intrinsèque des deux gardiens est pas si différent. Enfin, il est pas si différent. Il n'y a pas non plus une marge de ouf. Je pense que c'est surtout dans l'attitude et on voit vraiment un gardien qui est plus leader. C'est vrai on avait encore en tête ce Majeki qui était tout jeune, qui arrivait de Pologne et qui était pas encore très affirmé. Là, dès le match contre Lens en Coupe de France, on l'a vu. Déjà, il a été mis dans le bain directement parce que c'était pas. Faut le faire quand même. Premier match de la saison. Tir au but et tout ce qui s'ensuit. Et derrière, ça reste alors je vais pas dire patron non plus, mais on voit qu'il parle à sa défense, on voit qu'il il y a des révoltes, quand il fait le bon arrêt, il va se faire féliciter par ses coéquipiers. Enfin voilà, ça reste quand même quelqu'un qui a plus de confiance en lui que Keun, clairement. On sent qu'il est... ça fait... Voilà, c'est clairement un poste individuel, hein. Le gardien de but, c'est un peu particulier quand même. Donc il faut quelqu'un qui ait cette carrure. Et Majeki, pour l'instant, a l'air de l'avoir, quoi. Ouais, je suis d'accord. C'est aussi beaucoup, moi, ce qui m'a frappé, la communication avec ses joueurs. On sent qu'il a... Keun, on le sent un petit peu sur la réserve, un peu timide, peut-être. Mais il avait effectivement un peu de mal à s'imposer. Majewski, on sent que tout de suite, il y a une gueule, il y a un truc qui fait que il est là, quoi. Il répond présent, il replace les mecs, il leur gueule un peu dessus. Enfin... Je pense que même pour un défenseur, sentir la présence d'un gardien, que voilà, tu te dis c'est un mec qui respire la confiance. Voilà. Tu sais, en tout cas, s'il fait pas de bêtises derrière, là c'est pas le cas, mais tu sens que voilà, c'est un gardien, s'il te parle, s'il est là, il est bien présent. Et c'est vrai que je pense qu'avec Keun, il manquait sans doute un peu ça aussi, cette présence. Et ce qu'on n'avait pas non plus avec Nubel, qui était pour le coup complètement effacé. Bon, nous manque. Ouais. Après, c'est vrai que la question, forcément, ça va être de savoir ce qu'on fait l'année prochaine. Après renseignement, je peux confirmer que Majewski est sous contrat jusqu'en 2025 et non 2024. Parce que ça n'a jamais été communiqué officiellement qu'il avait prolongé. Donc il lui reste bien encore 1 an et demi de contrat. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Ça va être un autre débat. Je trouve quand même, je sais pas ce que vous en pensez, que ce changement-là aussi, il intervient quand même un peu dans un contexte plus global, on va dire aussi, de remise en question, où on voit un Hutter, qu'on passe d'un Hutter qui manquait de solutions, qui se cherchait complètement, voilà, ça fait partie de ce truc un peu plus global où justement il va pas hésiter à tout chambouler, avec aussi l'arrivée de Périnel dans le staff depuis le match de Lens, où il va essayer de tout chambouler pour essayer de relancer l'équipe, de lui redonner une dynamique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression, voilà, pour moi ça rentre aussi un peu dans ce truc un peu plus large. Il s'est dit, quitte à... peut-être, je sais pas, peut-être s'il était menacé, quitte à me faire lourder, autant le faire en ayant peut-être tenté quelque chose, en allant au bout de l'idée, pour voir si ça marche, quoi.
Ouais, clairement, déjà, le match à Lens, quand il lance sa compo, donc t'as changement de gardien, mais t'as aussi l'attaque avec les 2 attaquants. Là, il a plus que 2 attaquants disponibles dans son groupe, et il les lance du coup titulaires, et il semble parti pour l'instant de continuer comme ça. Ce qui va être très dur, hein, parce que du coup, c'est-à-dire qu'ils ont peu de repos, même s'il y a un match par semaine, bien sûr, mais ça aussi, c'est une innovation, parce qu'on pensait clairement qu'on allait partir avec un titulaire et un remplaçant, et peut-être un turnover, quoi, mais ça aussi, c'est un changement. Donc voilà, on a l'impression qu'il a tenté un peu, pas le tout pour le tout non plus, quoi, mais il a vu qu'il allait droit dans le mur et qu'il fallait trouver des solutions, et du coup il a un peu tout révolutionné. Parce que même d'ailleurs, tu parles d'attaquant, si on reparle de Balogun, voilà, il a mis les choses au clair. Enfin, jusque-là, c'était quand Ben Yedder n'est pas là, bah, c'est les joueurs sur le terrain qui choisissent qui veut tirer les pénaltys. Là, il a dit maintenant, quand Ben Yedder n'est pas là, c'est moi qui décide. Voilà, ça se fait pas. Encore un truc qui a changé là récemment. C'est peut-être un petit peu dommage que ça n'arrive qu'au mois de mars. Mais voilà, on sent qu'il y a quand même un peu plus une reprise en main, un peu plus de poigne là récemment pour essayer d'imposer certaines choses et de relancer la machine, quoi. Un contexte un peu global de tout ça, quoi. Après, effectivement, tu parles de 2 attaquants et on nous dit, on parle d'Embolo, et c'est effectivement ce que je voulais dire. Bah, il y a peut-être aussi un moyen entre guillemets, une façon de préparer un peu le terrain avec le fait qu'Embolo pourrait revenir d'ici, 3 semaines, je pense. Après la trêve. 3 semaines, 1 mois, on va dire. En tout cas, refouler les terrains. Pas forcément, il sera pas titulaire, hein, mais recommencer à fouler les terrains d'ici. Après la trêve, donc c'est quoi la trêve? C'est autour du 20 mars, quelque chose comme ça, il me semble. C'est quoi? Oui, c'est non, c'est... C'est 2 matchs, c'est ça? Strasbourg-Metz et après c'est la trêve? Alors, attends. Oui, c'est ça, du 18 au... Ça. Enfin, du 18 au 28, quelque chose comme ça, quoi. Enfin, le temps qu'ils reviennent, donc 27. Pour le 31 mars, il revient. Ouais, ça potentiellement voilà, pour Lorient, il peut être dans le groupe, quoi. Alors, Lorient, le 17, là, ça va être chaud. Non, par contre, Metz, le 30 plutôt. Samedi 30, on a reçu la programmation aujourd'hui. Ouais. Et Rennes, le 7 avril. Voilà. Ça peut être quelque chose comme ça. Potentiellement. Voilà. Je me rappelle Shabani Nonda, quand il se fait les croisés, on est au 24 août, quelque chose comme ça. Et il revient début avril contre Ajaccio, si je dis pas de bêtises. Il rentre à la mi-temps, et il marque d'ailleurs dans le temps additionnel, 3-3, alors qu'on perdait 3-0 à la mi-temps. Et je crois que ce match-là, il doit être autour du 2 ou 3 avril, juste avant le retour contre le Real Madrid, il me semble, quelque chose comme ça. Donc voilà. Donc ça sera peut-être autour de cette zone-là, ce qui était plus ou moins annoncé d'ailleurs au mois d'août, en début de saison. Après, on ne sait pas à quel niveau il va revenir, mais en tout cas, tu auras d'ici 1 mois une solution peut-être supplémentaire sur le banc, et c'est vrai qu'à ce moment-là, tu peux aussi envisager beaucoup plus de jouer avec 2 attaquants, quoi. En me disant s'il a rejoué au juste entraînement avec le groupe élite Mbolo. Non, juste entraînement, il a repris l'entraînement là cette semaine avec les pros. Sinon, c'était avec le groupe élite jusqu'à présent. Donc, voilà. Bon, bah du coup, bon courage à Maeshki, hein, pour la fin de la saison. On espère que ça va fonctionner pour lui. Majetski, apparemment ça se dit comme ça. Il a un contrat à aller chercher à la clé, là. Il y a un beau contrat. Il y a peut-être une prolongue, ouais. À voir après, parce que c'est vrai que c'est aussi important pour lui, parce que mine de rien, on sait que ce poste-là, depuis Subasic 2017, c'est compliqué, hein. Le compte, ça n'a pas fait l'affaire. Nubel, je pense que c'est bon. Vous pouvez vous refaire les précédents débriefs des 2 dernières années. Voilà, quoi. Donc c'est vrai que même là, Keun, on était quand même globalement moyen satisfait, même si c'était un peu mieux, mais voilà, on n'était pas non plus super emballé. Donc c'est un poste sur lequel on a quand même vraiment du mal depuis pas mal de saisons, et pour lui, en tout cas, il y a peut-être un enjeu là de potentiellement essayer de montrer qu'il est capable de tenir un poste de titulaire potentiellement au niveau européen, parce que là, la question va se poser. C'est-à-dire, si on joue la Ligue des Champions, ou est-ce que si on joue une autre Coupe d'Europe,
qu'est-ce qu'on va faire, quoi. Sachant que Keun, on le rappelle, hein, il a signé 5 ans, donc c'est un énorme contrat, et au bout de 6 mois, voilà quoi, si le gars est déjà sur le banc, bon, on l'a pas payé cher, ok, mais... voilà, Il jouera en coupe. Il jouera en coupe. Laquelle? Partir en prêt. On va relancer la Coupe de la Ligue juste pour lui, tu sais. Ou à la Real. Donc voilà. On va espérer que, je sais pas, que Majewski nous donne un peu plus de garantie aussi pour la suite, quelque part. Parce que nous, c'est aussi ce qu'on demande, ce qu'on cherche. On va enchaîner avec les tops. Alors, on a parlé de Majewski, mais on en a d'autres, évidemment. Le vrai gros top de ce match, Quentin, c'est Wilfried Schockbar Singo. C'est ça, le fameux Schockbar. Top Zot Schockbar. Schockbar de comme buzzer. dirait l'autre. Voilà, donc un joueur qui était clairement... qui nous manquait beaucoup pendant ce début d'année. Et donc qui clairement refait son retour dans le 11 et qui va, j'espère, rester jusqu'à la fin de saison et jusqu'à l'année prochaine et jusque quand on veut dans ce groupe et dans ce 11, puisque c'est clairement notre meilleur défenseur depuis et potentiellement notre meilleur recrue. Il y a débat, mais en tout cas, moi je suis très content qu'il soit là. Et on le dira à chaque fois, de toute façon, peu importe s'il joue latéral droit comme il l'a fait aujourd'hui ou défenseur central, c'est un joueur très complet et qui est vraiment techniquement, défensivement et même offensivement, on sent qu'il est physique, il est supérieur à la plupart de ses confrères de la défense. Donc très important et un monstre au niveau des duels aussi, qui a gagné quasiment plus de 85% de ses duels. 15 sur 17, 88%. Ouais. Voilà, donc c'est colossal, quoi. C'est clairement une performance qu'on ne voit pas tous les jours. Et qu'on ne reverra peut-être pas d'ici là, sauf s'il nous en refait une comme ça. Oui, sachant qu'on rappelle, hein, en face, c'était Mbappé et Barcola. Hein. Voilà. C'était pas... c'était pas... plus la louche, voilà. Il y a tout. Franchement, il y a tout. Non, c'est clair. C'était pas C'est clair. Non, c'est sûr. Et en plus, voilà, c'est un joueur qui est, je pense, humainement très, très droit dans ses bottes, qui va aller voir les supporters, qui vient en plus de gagner la Coupe d'Afrique des Nations. Enfin voilà, il est à son prime clairement en ce moment, et je pense qu'il est en pleine confiance. Et on l'a vu à l'image de cette petite louche qui nous a fait bien sourire. Donc voilà, clairement, pour moi c'est le meilleur joueur du match, pour Monaco. Donc ouais. Ouais. Moi j'ai mis Fofana. Alors on parlait un petit peu, on avait un peu parlé de lui tout à l'heure. Aujourd'hui il a fait un très bon match, c'est son meilleur match de 2024. En même temps c'est pas difficile, les autres étaient nuls. Donc voilà, il a récupéré 16 ballons. C'était donc un record apparemment d'après Opta. Alors ça j'avoue que je suis assez étonné. Parce que j'avais l'impression d'en avoir déjà vu plus, mais bon, s'ils le disent. Hein. C'était un record depuis Aïd Benasser en 2018, 19, qui avait récupéré 20 ballons contre Nîmes. Donc voilà, sacrée grosse performance au niveau du... c'est 2018, septembre 2018, le 21 même. Et aussi meilleur total pour un joueur tout club confondu face au PSG. Donc ça donne quand même une idée de sa performance, grosse performance de la part de Fofana sur ce match. Donc écoute, tant mieux. Hein. Alors on dit meilleur match de la saison et le dernier, hélas, car on ne jouera plus contre Paris. Les complotistes. Après, si je ne m'abuse, c'est plus facile de faire beaucoup d'interceptions quand on a 33% de possession et qu'on joue au cœur du jeu. Mais faut le souligner quand même. Ouais, il faut le faire quand même. Donc non, c'est bien. Et puis voilà, il y a quand même surtout peu de ballons perdus. C'est-à-dire que moi, ce que je reprochais surtout à Fofana sur tous ces matchs-là récemment, c'était une très mauvaise utilisation du ballon avec beaucoup de... Alors, il y avait la nonchalance et des retours défensifs qui faisaient une fois de temps en temps quand il en avait envie aussi, c'est vrai. Mais c'est surtout beaucoup de ballons perdus, un manque d'application dans l'utilisation. Et là, il en a assez peu perdu. Il a joué avec de la justesse. Donc c'est pour ça aussi que j'ai trouvé sa performance qui était bonne. Patrice, le dernier top, c'est Kassou Ouattara.
Un très bon match aussi, comme Singo, vraiment, nos deux latéraux ont vraiment fait une très belle prestation. Offensivement, on a vu depuis le début de l'année, en tout cas quand il a été titulaire en l'absence de Jacobs, qu'il était très bon, il faisait des très bons centres, ça avait très bien débordé. Plus défensivement, voilà, on avait encore des doutes, on a vu quand même des matchs de lui qui étaient moins bons, mais toujours en piston, comme on l'a dit tout à l'heure. Sur ce match-ci, il est vraiment très très bon, quoi. Et en face, il a quand même des bons clients, quoi. Et, Asensio, après Kolumanu, Hakimi qui était souvent dans sa zone aussi. Et lui aussi, il récupère quand même pas mal de ballons, fait pas de faute, propre, fait des petits dribbles. Il apporte quand même offensivement sur quand même pas mal de ballons, malgré le fait qu'il soit que latéral. Donc il a fait quand même beaucoup l'essuie-glace. Donc non, vraiment, pour moi, là, c'est son meilleur match qu'il a fait depuis qu'il est chez nous, en fait. J'allais dire depuis le début de l'année, mais non, c'est depuis qu'il est chez nous, quoi. Et en tout cas, C'est vrai qu'il a pu nous faire voir depuis qu'il est là, ça pousse quand même à dire j'aimerais bien ne plus voir Jacobs et de le voir lui, quoi. Et c'est vrai Clairement, que quoi. la semaine dernière, je l'avais trouvé bon offensivement, mais alors défensivement, ça, dans son couloir, c'était un peu le porte de saloon. Là, il a vraiment bien verrouillé le couloir. Alors pour le coup, offensivement, il a moins à apporter, même s'il y a quand même un bon centre pour Akluche, mais il a vraiment bien fermé le couloir pour cette fois, et donc c'est positif en tout cas. Et puis après, ouais, sur le point, je te rejoins, hein, évidemment, on nous le dit d'ailleurs, Ouattara relègue Jacobs au second, voire au troisième plan. Dès ses premières minutes, je n'en ai pas douté. Après, c'est le problème de défensivement, bah ouais, il y avait encore pas mal de manques. Mais oui, en tout cas, sur le plan technique, il est incommensurablement supérieur à Jacobs. Enfin, Jacobs, on nous dit oui, il a une qualité de centre. Non, il centre au pif, fort devant le but, c'est tout. Il n'a pas une bonne. Ok, Ouattara centre beaucoup mieux. Voilà, Ouattara, il a une très bonne patte pour le coup. C'est précis. Ouais. Voilà, il a une très très bonne patte. Le nombre de passes, bah déjà, en moins de matchs que Jacobs, il a plus de passes D, hein, déjà, sur des centres. Et souvent, les centres, voilà, ils sont dans la bonne zone, ils sont pas loin d'être repris, ou alors quand ils le sont, ça fait une grosse occasion. Non, il y a une vraie, sur le plan technique, il est nettement supérieur à Jacobs, sans le moindre doute. Je pense, de toute façon, là, bon, Caio Henrique, on va voir aussi quand il va revenir, ce sera là, lui, je pense pas qu'il revienne d'ici la fin de la saison, ce sera plus pour la saison prochaine. Je pense pas qu'il parte, parce que forcément, après une saison blanche, c'est plus difficile. Donc, je pense qu'il fera encore une saison en plus à Monaco. Mais on sait que Jacobs, il aurait très bien pu partir cet été, et on l'aurait pas retenu. Je pense que l'été dernier, pardon. Je pense que cet été, s'il y a moyen, on le fera partir. On sait je pense qu'on a vu, les dirigeants ont vu avec Ouattara que ils ont un numéro 2 qui peut tenir la route. Et que l'autre, voilà, ça va. Allez. Ouais. Puis même les deux. Avec Voland des Nubel. Je pense que Caio et Kassoum Ouattara, on va avoir vraiment des profils assez différents en plus dans l'idée. Donc, selon ce que tu veux faire jouer, ce que tu veux jouer, c'est pas déconnant en plus de les remplacer. Enfin, voilà, moi je trouve que c'est plutôt deux bons latéraux gauche à garder, ouais, c'est clair. Et je précise en tout cas que Jacobs a jamais, je pense qu'il a jamais vraiment, même jamais du tout, en fait de prestations comme vient de faire Ouattara aujourd'hui. Enfin, sur l'aspect défensif, peut-être pas. Après, je retiens que. Je l'ai jamais vu. Offensivement, il a fait des bons matchs. Ça, je retiens sa prestation contre Reims. Et là, c'est pas offensivement que Ouattara s'est montré non plus. Voilà, clairement, il était plus bas même que Singo de l'autre côté. Donc, vraiment, moi, j'ai trouvé. C'était une vraie prestation de latéral gauche. Et à la base, un latéral gauche, c'est un défenseur et c'est ce que ça doit faire. Jacobs, il arrive en tant que piston, il a jamais été vraiment mis en latéral gauche défensif à ce niveau-là. Donc, ouais, pour moi, il n'y a pas photo, quoi. On dit ciao Jacobs et Diatta cet été. Diatta, tu vois, vu les prestations qu'il fait cette année, écoute, en solution peut-être, voilà, en piston, si on continue, enfin, je sais pas comment on va continuer, mais bon, je pense qu'il mérite d'être revu et d'avoir une nouvelle chance. Voilà, c'est vrai que si c'est plus offensif, on voit qu'il y a plus de mal à faire des différences, mais je trouve qu'il y a quand même des bonnes prestations de sa part cette année. On n'avait pas de flop. Ah si, Patrice avait un flop, parce que sinon globalement c'était un très bon match de la part de tous les titulaires. Mais du coup Patrice, tu avais quand même un flop. Ouais, j'ai un flop du coup à ressortir. Pour moi, c'est Ben Seguir, parce que j'ai vraiment rien à reprocher sur les 11 qui sont sur le terrain.
ils ont tout donné. Il n'y en a pas un qui est vraiment en dessous. Donc ce serait un peu moche de ressortir du coup un joueur. Par contre, je trouve que l'entrée de Ben Seguir, malheureusement, on a senti que c'est différent. Ça fait déjà quelques matchs, je trouve qu'il a plus du mal à rentrer. Et du coup, il n'a pas apporté grand-chose. Et j'ai trouvé qu'on l'a encore plus vu. Alors après, c'est clair que le PSG a plus eu la possession à ce moment-là et que c'était plus dur pour nous, qu'on a joué plus bas. Donc il a peut-être pu moins se montrer qu'avec Liu sur le début du match. Mais voilà, s'il y en a un qui a été... je ne l'ai pas trouvé bon sur ce match-là, pas mauvais non plus, quoi. J'ai trouvé assez neutre sur son entrée. C'est lui, donc voilà, ça dénote par rapport à tous les autres. Donc voilà, si après pas ressortir, pour moi, ce serait lui. Après, il rentre 70e, si je dis pas de bêtises. Ouais, il n'y a pas grand-chose. Voilà, et enfin, c'est surtout la période où Paris c'est ça. nous accule complètement. Donc, il rentre aussi au mauvais moment, entre guillemets, où on sent que il n'y a plus forcément de jus et lui-même, lui-même aussi manque de rythme, hein, je pense encore. Je pense qu'on peut lui reprocher quand même. Ça fait 5 fois qu'il rentre. Au bout d'un moment, on aimerait bien le revoir à son meilleur niveau, quoi. Physiquement, il devrait être à nouveau sur les rails. Au bout d'un moment, je veux bien que après, on le fait rentrer. C'est le seul entrant, en fait. C'est ça qui tranche un peu par rapport au reste. Ouais. C'est le seul entrant. Le mec doit être frais. Et nous, on est complètement, comme tu le disais, on est acculé. Physiquement, c'est un peu compliqué. Et lui, il devrait apporter un peu ce dynamisme. Et en fait, il le fait pas, quoi. C'est ça qui est un peu dommage. Après, c'est vrai qu'il a pas encore eu un énorme temps de jeu. Et puis bon, après, il a quand même été... il a quand même été un peu... il a raté 6 mois complets. Et je pense que à mon avis, c'est difficile, quoi. Mais c'est vrai que ce qui se remarque, c'est que il lui manque la vivacité, il lui manque un peu le punch et le petit peps qu'il avait là, qu'il apportait justement avec des changements de direction assez rapides. On sent qu'il il a un peu perdu tout ça, quoi. Il s'est pas encore totalement revenu, en fait. Donc bon, c'est un petit flop. C'est un peu le mental. Oui, mais ouais, le mental, ouais. Ça doit pas être évident, quoi, de passer de un peu la jeune petite star, la pépite de Monaco, quoi. Et que maintenant ce soit Dan Diop, je suis d'accord. Et du coup, du coup, j'allais dire, il voit clairement avec Liouche prendre clairement ce rôle-là, quoi. Et du coup, avec Liouche, enchaîne quand même les belles prestations. Il fait une saison pleine cette année qu'on pensait qu'elle allait faire Ben Seguir à sa place. Oui, c'est vrai. Pour le coup, je partage ça. Adrien nous rejoint, messieurs, sur le chat. Bravo. On a fini là, Adrien. Barre-toi. J'arrive et ça parle des Dan Diop, c'est terrible. Je l'ai senti. Je sentais que t'arrivais. Je l'ai faite. Je l'ai placée. Voilà. Bon, en tout cas, ce qu'on pouvait dire sur ce match, puisque là, on a fini. Donc petit flop, mais effectivement, Patrick, je le partage aussi un petit peu. C'est vrai qu'on a des attentes sur ce joueur-là, et c'est pas sa première entrée où il passe un peu à côté aussi, quoi. Donc voilà, on sait que Hutter l'aime beaucoup et qui considère que c'est un petit bijou, un petit diamant. Donc pas de doute sur le fait qu'il aura aussi sa confiance, hein, mais c'est vrai que voilà, il faut pas non plus faire attention, hein, de pas trop griller parfois les certaines cartouches. Surtout quand on donne ta chance. Est-ce qu'on a parlé du complot arbitrage ? Oui, on a un petit peu parlé de la... Non, si, quand même. On a un peu parlé de la main d'Hakimi, quand même. Ouais. Voilà. Bon, bref. Après, nous ne croyons pas au complot. En tout cas, on va s'arrêter là, parce que alors, par contre, dans le chat, si vous voulez, je vous laisse le live, hein, comme ça vous pourrez continuer de parler sur l'arbitrage si vous voulez dans le chat. Mais nous, on va s'arrêter là en tout cas. Donc le prochain débrief, ce sera après le match contre Strasbourg. Monaco qui se déplace à la Méno. Strasbourg qui n'a pas gagné un match depuis 2024. C'est parfait moment pour les relancer ou pas ? Évidemment. Bon. Du coup, c'est l'occasion de faire les petits pronos. Alors, petit rappel des pronos pour le match du PSG. Rome, but de Balogun. Quentin, on concède un péno et en bonus, c'était un penalty de Thilo Kehrer. C'est Maripane qui est à deux doigts. Ah, c'était vrai. Ouais, moi, je mets ce qu'il a mis, hein, ce qu'il a écrit dans le chat. Non, je dis que dans le match, c'est Maripane qui était pas loin de faire un Ah oui. Même Singo. Non, Kehrer aussi. Hein.
Carrare aussi, il est pas Ah. loin. Ah bon Il y a une situation, oui, sur... attends, sur Nuno Mendes... non, pas Nuno Mendes, je sais plus. Enfin, il y a une situation aussi où il est un peu limite. Et Lorenzo, qui nous avait pronostiqué un 2 buts partout avec en bonus un but de Ben Yedder. Ouais, il y a match, il Il y a match y a nul. 0-0 et il y a un but en jeu, il y a un but en jeu de Ben Yedder. Il est presque. Voilà, c'est Jean-Michel à peu près. C'est ça. Bon, alors du coup, là, maintenant, je vais vous demander vos pronos sur le match contre Strasbourg. Bon, bah, je me lance. Moi, je trouve qu'on a un peu trop gagné des matchs un peu tendus, quoi, à un but d'écart, et tout ça. Et je pense que ça va pas échapper à la règle avec Strasbourg. Notre dernier match qu'on gagne avec 2 buts d'écart, c'était Montpellier, là, début décembre. Donc, on va rester sur cette lancée-là, se faire un petit peu peur, mais quand même, aller rester sur une bonne dynamique. Et on va gagner ce match avec un but d'écart, je pense. Ok. Patrice? Pour ma part, le match étant à l'extérieur, où du coup on a beaucoup plus de facilité qu'à domicile. Le match aurait été inversé, j'aurais été un peu plus tendu dans les pronos. Strasbourg, comme on l'a dit, du coup perd beaucoup, encaisse énormément de buts, donc je pense que c'est un match où on va claquer les 3 buts ou plus. Ok. C'était quand la dernière fois Trois buts ou c'était plus, contre Lens. C'était contre Lens, en fait. Voilà, c'est ça. Ouais, ça, oui. Voilà. C'est pas si loin. Et encore avant contre Nice, en fait. Voilà. Ouais, j'avais en tête un 3-0 ou quelque chose comme ça. Mais Ouais, 3-0, les non. 3 buts, Sinon, il y a eu Strasbourg, justement. C'était le match aller. Dès la deuxième journée. Et puis moi, ce sera clean sheet. Voilà, ça y est. On fait tourner les serviettes. C'est clean sheet. Alex, un abonnement, merci. Salut Alex, comment vas-tu? Faudra qu'on se refasse un petit débrief à l'occasion, cher Alex. C'était sympa avec la dernière fois. Donc voilà, les petits pronos. Et puis bon, évidemment, on espère une victoire quoi, Patrice? 3-0? Ah bah oui, ça fait longtemps Voilà, qu'on ça, a pas eu une belle victoire. Quentin, il y aura que Quentin qui verra pas son prono validé, mais bon, c'est pas grave, j'ai envie de dire. Au moins, il y en a 2 sur 3. Bon, bah en tout cas, c'était cool de faire ce petit débrief. Alors, on était un petit peu à J+3. Ça, c'est un peu exceptionnel. C'était presque un club Mounégou qu'on aurait pu faire. Mais en tout cas, voilà, c'était cool. Vous étiez quand même nombreux à nous suivre sur le chat. Donc, on vous remercie. Le replay, évidemment, sera disponible sur YouTube et sur Spotify et puis sur l'application de la Diagonale. Donc, voilà, on vous donne rendez-vous dans la semaine. Le match est dimanche contre Strasbourg. Match à 15h, donc ce sera pendant le multiplex, mais je pense qu'on devrait pouvoir faire un petit quelque chose dans la soirée, je pense. Bon, en tout cas, ça devrait être possible. Donc je pense qu'on pourra vous donner rendez-vous dimanche pour le débrief, et puis qu'on espère avec une victoire. Donc merci Pat, merci Quentin, et puis merci à tous de nous avoir suivis sur ce débrief. À ciao, bonsoir, et Dage Mounégou. Et bisous.